Salut à tous, j'espère que vous êtes chaud pour attaquer la nouvelle année parce que là on commence fort avec un bon cours de dessin qu'on va faire ensemble. Donc aujourd'hui on va faire ce dessin pour apprendre ensemble à travailler la perspective. On va s'inspirer d'une peinture que j'ai trouvée au musée Fabre à Montpellier qui est vraiment superbe. Et en plus on va faire ça sur une tablette Gaumont qui m'a été envoyée par la marque Gaumont. Et cette tablette elle est vraiment cool parce qu'elle a une résolution qui est quand même assez importante. Je vous invite à regarder sur leur site, il y a plein de produits vraiment super sympas si vous avez envie de faire de la peinture digitale. Évidemment, je vous propose de suivre le cours pour faire des progrès en quantité industrielle. Il suffit de prendre un crayon, une feuille, une gomme et de suivre un petit peu pas à pas ce qu'on va faire ensemble parce que je vais tout expliquer au fur et à mesure que je le fais. Bref, j'ai assez parlé, place à l'action. Prenez une feuille, un crayon, c'est parti. Ok, alors j'ai effectivement pris au musée Fabre à Montpellier la photo de cette superbe peinture. J'ai oublié le nom du peintre malheureusement, si vous le connaissez, rappelez-le moi en commentaire. J'ai adoré l'architecture parce qu'elle est relativement simple et en même temps elle donne suffisamment de fil à retordre pour chercher un petit peu à travailler, à s'entraîner. On peut voir que c'est une architecture à un point de fuite. Donc on va commencer, je vais juste noter à peu près de la hauteur que je veux que mon dessin prenne, ou du moins toute la partie de l'architecture. Et puis voilà, comme ça à peu près, on va avoir la tour qui va être probablement dans ce coin-là, comme ça, avec le bâtiment qui vient un petit peu comme ça. On peut regarder un peu l'angle, les angles négatifs qui sont là pour nous donner des indications. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va pas nécessairement essayer de faire une copie conforme de ce qu'on est en train de voir, mais on va plutôt essayer de bien noter tous ces éléments de perspective et tout. Donc d'abord, je fais un petit peu un dessin, on va dire abstrait, en essayant simplement de mettre les traits aux bons endroits et puis en faisant un rendu qui me semble être cohérent dans la masse que le volume va prendre. Donc tu vois, il n'y a pas de point de fuite, il n'y a pas de perspective, il y a rien pour le moment. C'est juste une question de masse, en fait. Je sais que le building, il va prendre à peu près cet espace, plus le pont qui va être là, et qui va faire un truc dans ce goût-là. En gros, c'est ça là que je suis en train de noter. Je l'ai dessiné en bleu, comme ça ensuite on pourra repasser avec une couleur qui va être plus foncé, et ça c'est plutôt pas mal pour dessiner en général, moi j'aime bien. Et moi j'aime bien faire ça quand je dessine notamment de façon traditionnelle, avoir un crayon bleu, un crayon de couleur, et puis dessiner petit à petit comme ça par couleur. Maintenant que j'ai placé les éléments les plus gros, je vais pouvoir effectivement trouver un point de fuite. Hop, je vais monter un peu la hauteur de ma tour. Le truc que je suis en train de faire là, c'est la différence entre la zone qui est à l'ombre de la tour et la zone qui est à la lumière de la tour. Ici et là. Et ensuite, on va pouvoir avoir une légère inclinaison. Et ça va nous donner la direction d'une ligne de fuite. Ça, c'est une ligne de fuite qui va au point de fuite. La ligne d'horizon qui est là, horizon, ligne, et un point de fuite qui est là. On va pouvoir faire en sorte de dire, ok, on va faire d'autres points de fuite. D'autres lignes de fuite, pardon. Par exemple, un ici. Là, je vais prendre ça, je prends à la moitié. Tout ça, j'ai déjà expliqué dans une vidéo comment faire. Hop, et je tire un trait là. Ça, c'est une autre ligne de fuite qui est cohérente par rapport au contexte de 3D. Pareil ici, tu prends à la moitié entre les dés, puis tu trouves une autre ligne droite quelque part, tu prends à la moitié aussi, et tu fais passer ton trait. Oups. Voilà, pareil en bas. Voilà. Voilà. Bon, je suis beaucoup plus à l'aise avec un vrai crayon et une vraie feuille. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à séquencer un peu les formes un peu plus grandes. On peut voir qu'il va y avoir une zone ici comme ça. C'est un peu le bâtiment de devant. On va avoir plusieurs plans en fait. Cette partie-là, ça va être un peu le premier plan, puis là-bas, ça va être un peu plus le deuxième plan. Et petit à petit, on va en fait essayer de sculpter un peu les formes de sorte à ce qu'elles soient cohérentes dans la perspective qu'on a eue maintenant. Par exemple, tu vois, ce trait-là que j'avais fait ici, ça suivait pas du tout la perspective, c'était juste pour noter l'espace global, à peu près la position de la maison. Maintenant que je vais faire l'architecture de la maison de façon pas mal plus précise, effectivement, je vais suivre la perspective pour le coup. Pour le moment, j'y vais un peu comme un bourrin, j'aurai tout le loisir de peaufiner après. Faut dire que là, c'est plus une partie un peu composition. Et le but, c'est de se rappeler que c'est un
en un seul point de fuite, donc il y a un point qui est là-bas, et puis tout le reste, en fait, va être horizontal. C'est comme ça, c'est ça l'idée du un point de fuite. Très très pratique pour l'architecture, très utilisé dans les peintures classiques. Super, super mode de perspective. C'est relativement simple et c'est extrêmement efficace. On va voir une entrée ici. Hop, on va faire une ellipse. Tac. Ensuite, on voit que devant, il y a un autre bloc en fait. Donc là, on va faire une arête ici. Quand on fait un trait droit comme ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est la fin du bâtiment? Est-ce que c'est le début d'un nouvel angle? Auquel cas, ça va nous donner des informations sur la zone d'ombre et la zone à la lumière. Ça, par exemple, c'est destiné à être à l'ombre. Je le note avec 2-3 traits. Normalement, je le ferai pas là. C'est plus pour la démonstration que je le fais. Et on voit en fait que le mur après se casse et ça descend sur en fait finalement le mur de la maison qui est juste ici. Pareil ici, on va avoir une ellipse avec une autre porte. Je fais toujours l'ellipse entière, c'est juste plus simple de faire comme ça. Et ensuite en fait je ne dessine que la partie de l'ellipse qui m'intéresse tout simplement. Ensuite on va mettre un autre trait qui va déterminer un peu le bas du bâtiment. C'est pas très droit et tout, mais le truc c'est ça, c'est qu'avec la perspective, on peut s'amuser à faire tout à la règle et tout, hein. C'est super, ça fait des dessins ultra précis, mais c'est pas toujours nécessaire pour donner ce qu'on pourrait appeler un ressenti correct. Pas forcément obligé de faire un truc qui est mathématiquement juste pour que ça sonne juste lorsqu'on le regarde en fait, tu vois. C'est ça l'idée. Ça veut pas dire qu'il faille se contenter d'un truc pas juste, il faut faire le plus juste possible. Mais parfois, en fait, c'est aussi bien de le faire à main levée comme ça, et puis d'essayer de rendre justement cette chose correcte sans prendre de mesure et tout, quoi. C'est un petit peu comme le fait de connaître l'anatomie sur le bout des doigts, et puis d'être capable de faire un truc qui va se ressentir juste, même si, en théorie, il y a peut-être un doigt qui est un peu plus long que l'autre, ou un truc comme ça, et puis prendre tout un tas de mesures, etc., pour faire en sorte que tout soit parfait et tout. C'est pas toujours nécessaire. Éduquer son instinct, c'est tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit les peintures même de Hubert Robert et tout, qui sont des gros architectes français, eh bien, il y a pas mal d'erreurs, hein. Il y a pas mal d'erreurs à droite à gauche, et ça indique que, je pourrais les montrer un jour si ça vous intéresse de voir les erreurs qu'il y a sur les peintures d'Hubert Robert, et ça indique que le gars faisait beaucoup de choses à main levée, qu'il faisait beaucoup de choses à l'œil, que tout n'était pas fait de calcul, etc. Et ben, ça indique surtout qu'il était ultra fort, parce qu'il y a quelques erreurs, mais il n'y en a pas non plus, des masses. Donc c'est très balèze. Alors sur ce coin-là, on voit un truc un peu bizarre, je sais pas exactement ce qui se passe, je vais me permettre de peut-être réinterpréter un tout petit peu cet endroit. Je sais pas si c'est juste l'architecture qui se présente à nous bizarrement, ou si c'était juste l'architecture du lieu qui était comme ça, c'est-à-dire un peu étrange. Parce qu'en fait, on dirait que l'escalier continue vers le bas, mais en même temps, il y a un mur devant, donc je ne sais pas. Je sais pas si c'est une erreur du peintre, ou si c'était vraiment comme ça sur le lieu. On va voir, je vais attendre un peu, pour le moment je vais le laisser, je vais rien faire pour le moment ici. Hop, le toit du bâtiment. Ce bâtiment est beaucoup moins long que ça. Je vais le réduire de taille considérablement dans la longueur. Hop, alors là, il y a plein de traits déchets, hein. C'est pour ça que je dessine avec un stylo bleu. C'est justement parce que, en fait, après, je vais pouvoir repasser avec un stylo plus foncé, ou tout simplement j'ai une autre couleur, pour finaliser mon dessin. Ce que je trouve vraiment top. Parce que là, on parle de peinture. En fait, quand on peint, on n'a pas toujours la possibilité de super bien gommer ce qu'on fait, parce que les surfaces sur lesquelles on peint, eh bien, c'est pas toujours des surfaces voilà, qui permettent ça, justement, parce qu'en fait, avec les apprêts qu'on peut passer à l'huile, etc., c'est pas des apprêts qui sont très appropriés au crayon, ce genre de choses. Donc parfois, on n'a pas des masses envie de devoir gommer, on préfère, tu dessines avec une couleur très légère, genre jaune ou un truc comme ça, puis tu repasses ton dessin au bleu, puis au marron, ou ce genre de truc, tu as une hiérarchie de couleurs, en fait, qui fait que t'as pas des masses besoin de gommer. Après, s'il faut vraiment le faire, tu peux, mais le moins tu le fais, le mieux dans bien des cas. Et là, évidemment, j'appuie super fort, et j'ai choisi une couleur très foncée, juste pour le bien de la démo, parce que sinon, si j'avais fait cette stratégie, c'est-à-dire avec des crayons de couleur, etc., j'aurais évidemment fait quelque chose de beaucoup moins foncé que ça, beaucoup plus clair.
Bon, c'est pas ouf. Là, il y a pas mal d'erreurs de proportion. On voit bien que ce bâtiment, il est beaucoup plus gros par rapport à la tour qui est à côté. C'est beaucoup trop haut. Il y a pas mal de petits trucs qui vont pas. C'est pas grave. Je vais continuer. On va peut-être même apporter 2-3 modifications, du coup, justement. Histoire de passer un moment agréable, de se faire plaisir, tout en essayant d'étudier un peu l'anatomie des choses. Donc, je vais rajouter une porte ici, au centre. Hop, et pourquoi pas même rajouter une petite extension sur le toit qui va nous donner là l'information que ça c'est peut-être un bâtiment, peut-être un petit bâtiment religieux modeste, mais pourquoi pas une petite, on va dire une petite chapelle. Voilà, une petite chapelle tranquille. Tac, avec une porte. Tac, sur le toit de la chapelle, on peut y mettre un petit pilier sur lequel on pourra mettre éventuellement une croix, ou alors pas forcément, on peut mettre une statue aussi, comme ça. Bon, je pars un peu dans mes trucs, mais why not? On peut mettre une statue ici, ça peut être sympa. Et ensuite, on peut retourner sur l'arrière-plan. On avait un toit qui venait ici. Voilà. On va faire le bâtiment qui s'éloigne. Il faut toujours, en fait, quand tu fais une ligne, il faut toujours que tu décides à quel point de fuite il va. Là, c'est pas compliqué, il y a un seul point de fuite, donc c'est où il va au point de fuite, ou c'est absolument vertical, ou c'est absolument horizontal. Ça veut pas dire que tous les objets sont obligés d'être comme ça. Tu peux mettre un objet qui va être sur 2 points de fuite. Là, par exemple, tu pourrais, bien entendu, voire même en 3 points de fuite, hein, c'est pas interdit. Mais disons, dans une démarche d'exercice, tu décides d'un mode de perspective et tu dis, ok, je suis en mode 1 point de fuite, et tu gardes le 1 point de fuite, et ça va très très bien. Il y a beaucoup de peintures magnifiques qui sont faites en 1 point de fuite, c'est de la balle. C'est une valeur sûre, le 1 point de fuite, donc il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs. Alors, il y a plein d'erreurs à droite à gauche, ça c'est trop bas, ce genre de truc. C'est dû à 2 choses. Ben, d'une part, je fais les choses vite parce que c'est une démo. Et puis d'autre part, ben, c'est le premier jet. Donc voilà, après, comme je disais tout à l'heure, je corrigerai avec un crayon plus foncé. Voilà. Ça, c'est la hauteur de l'arche. On va faire aussi, évidemment, l'épaisseur de l'arche. Voilà. Et ensuite, derrière, on va avoir un autre bâtiment qui a, lui, pour le coup, qui a le toit qui est penché sur le côté, comme ça. Hop, avec visiblement des genres de cascades un petit peu sur le toit. Et ensuite, on a des genres d'arches en haut, là-bas, un peu comme des fenêtres. Tu vois, donc pareil, en fait, hein. Je fais des cercles, puisque là, c'est de face. Ce serait des ellipses si c'était des cercles dans la perspective. Mais là, je suis en 1 point de fuite, donc c'est pas des ellipses, c'est juste des cercles de face, en fait, c'est tout. Voilà. Et ensuite, pour le devant, alors là, c'est pas vraiment ça qui se passe, mais admettons qu'il y avait, par exemple, une route qui était creusée dans le sol. On va savoir pourquoi. On s'en fout, la question, c'est pas de savoir pourquoi. Comme si, par exemple, les gens qui marchaient avaient envie de se protéger, ou alors simplement, c'était les reliefs du terrain, etc. Moi, quand je fais des reliefs organiques, par exemple, là, on a fait une architecture, donc c'est carré, on va dire, même si c'est un peu bancal, mais on va dire qu'en tout cas, on essaie de faire les choses carrées. Et si j'ai envie qu'il y ait une route, mais qui soit creusée dans le sol, ou qu'il soit en surplomb, aucune importance. Là, pour le coup, je vais commencer à noter ces creux comme ça, tu vois. D'ailleurs, attends, je vais le faire sur un autre calque pour que tu puisses voir mieux, et puis que je puisse faire plusieurs tests. Tu vois, par exemple, là, si je veux qu'il y ait la route qui vienne ici comme ça, qui longe simplement le bâtiment, sauf que cette route-là, je veux qu'elle soit creusée, eh ben, je vais noter ce creux par des traits. Comme si on faisait des lignes de fuite, mais cette fois-ci, ces traits, ils sont courbes. Et ça nous permet ensuite de faire, par exemple, un talus ici, un talus là comme ça, et de les faire remonter. Et inversement ici.
Et là, en fait, ça donne cette impression, juste avec des traits, qu'effectivement, il y a un trou. Voilà, c'est une option. Après, c'est un choix artistique. On a envie de faire un trou ici ou on n'a pas envie. Ça dépend du storytelling, ça dépend de plein de trucs. Si inversement, on a envie de faire un truc un peu plus épique, moi, le genre de truc qui me botterait, par exemple, ça serait des roches. Des roches, admettons, le bâtiment, il est sur des roches, un peu comme les météores en Grèce. Eh bien, pareil, tu vas pouvoir faire des traits qui sont dans le sens. Eh bien voilà, tu donnes cette information juste avec des traits comme ça. Que effectivement, les roches, d'abord, elles font ça, parce qu'il faut bien quand même que le bâtiment est surposé sur un truc, et ensuite, ça tombe, quoi, tout simplement, dans le précipice. Et là, pareil. Et si, par exemple, à un moment donné, le précipice s'arrête, admettons, c'est pas très loin et tu as envie de faire une rivière dedans, t'es pas obligé juste de noter de l'eau comme ça qui fait ça. Tu peux t'amuser à noter le relief. Tu vois, le relief qu'il y a en bas, grâce à ces traits-là, comme ça. Et ces traits, ils sont pas destinés à être vus à la fin, on est d'accord, c'est moche. C'est juste destiné à te donner les infos nécessaires pour qu'ensuite, toi, quand tu fais ton rendu en foncé et en clair, ou en couleur, ça dépend du type de rendu que tu veux faire, au moins, tu as les informations de type volume, quoi, tout simplement. Et c'est ça qui est ultra important. Donc tu vois, là, on a fait un essai comme ça donne une certaine dimension, c'est pas ouf. On a fait un essai comme ça, peut-être un peu mieux, on va dire. Après, on peut faire un autre essai. Je sais pas, par exemple, on peut s'amuser pour le coup, à mettre des débris devant, ou alors un mur, par exemple, on pourrait s'amuser à mettre un mur, ou un escalier, par exemple, qui descendrait, ce genre de choses, avec pour le coup, là, pour le coup, ça serait en 2 points de fuite, parce qu'il y aurait un point de fuite qui viendrait vers là-bas, et puis avec peut-être sur l'escalier, peut-être des vases, après, tout dépend de l'histoire que tu as envie de raconter, bien entendu, avec peut-être une personne ici qui est en train de vendre des produits locaux, par exemple, aux passants qui sont là, on va dire une dame avec une robe qui est là, tranquille, en train de présenter des produits sur une étale, par exemple. Après voilà, ça dépend ce que tu as envie de faire, tout est possible, hein, je veux dire, les scénarios sont infinis en soi. Quoi qu'il en soit, l'idée des volumes qui montent et qui descendent comme ça par des lignes, c'est plutôt cool, c'est un truc que j'aime bien. Tu vois là par exemple, on peut faire une petite colline qui arrive derrière, qui coupe sous le pont, et on peut donner ces indications avec des traits du sens de la colline. Là, on peut faire un peu l'inverse, on peut faire, tu vois là par exemple, il peut y avoir un trait plus fort, ici, qui note une délimitation clairement nette là. Et là par exemple, on pourrait faire le volume qui tombe un peu comme ça, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, c'est juste une idée, avec peut-être ici, là, comme ça, comment ça s'appelle, une rue pavée, par exemple, comme ça, qui viendrait vers nous, et puis sur le côté de la rue, ça continuerait à tomber, peut-être que ça tombe ici, peut-être vers une étendue d'eau, peut-être que là, il y a une étendue d'eau, des animaux qui boivent, va savoir, voilà. Et là, devant, comme ça, on verrait le chemin de roche qui s'avance vers nous, et puis de l'autre côté, ben, pourquoi pas, ça pourrait continuer de monter, peut-être à mettre un petit peu même de remblai sur un petit peu sur la partie du bâtiment, un peu comme si la zone était un petit peu abandonnée, il y aurait du remblai qui se serait mis peut-être avec les crues, ce genre de choses. Peut-être dans la porte aussi, il y aurait un peu de remblai, on pourrait voir que la zone est un peu abandonnée. On peut mettre aussi des arbres qu'on va noter plutôt sous la forme de boules dans un premier temps. Par exemple des buissons, tu vois, tu veux pas... Si par exemple tu as envie de faire un arbre, admettons ici comme ça, pourquoi pas un gros arbre, ben, tu vas pas commencer par faire ton tronc avec tes petites branches et tes petites feuilles, tu vois. Tu vas juste commencer par faire ça. Voilà, pouf, voilà, ça c'est l'arbre que tu veux. Ou pas, ou alors tu peux aussi vouloir un arbre qui fait une boule comme ça. Ça après c'est du choix artistique pur. Ou alors tu dois faire une copie et dans ce cas-là c'est le contexte qui te le dicte. Quoi qu'il en soit, tu vas pas commencer par les détails. C'est comme l'architecture, tu vas d'abord commencer par te dire ah bah ok vas-y je veux un arbre là derrière comme ça. Il y a des grands arbres ici, c'est beau, c'est un genre de bel endroit avec un grand cyprès ici. Un gros arbre un peu en boule là. Là tu as un autre arbre en boule avec un autre genre de cyprès derrière. Et voilà, là tu as les infos on va dire de composition. Et puis devant tu peux mettre, là si tu as envie tu peux te mettre 2-3 roches un peu sympas avec pourquoi pas un buisson, ou alors comme je disais tout à l'heure, de l'eau avec pourquoi pas une barque. Une barque ici qui se serait garée, tac. Avec pourquoi pas bah, une autre barque, tiens, on va savoir. Peut-être des gens de pêcheurs, c'est une rivière, tu vois, par exemple, avec des gens qui embarquent ici, et puis pourquoi pas des gens qui sont là-bas devant la porte, une autre personne qui est là devant la porte également, et puis là devant, on pourrait faire... tu vois, des gens là qui se promènent, un couple ou quelque chose comme ça, ou juste des promeneurs, tu vois, qui sont juste en train de se dorer la pilule tranquille en découvrant un nouvel endroit. Tu vois, le monsieur là, il est en train de montrer du doigt quelque chose. Il tient par le bras sa dulcinée.
tac, comme ça, qui est là, qui est bien, tu vois, elle est à côté de lui, tout le monde est content. Il y a un chien qui joue dans la basse-cour. Voilà, tu vois l'idée. Bref, une fois que tu as fixé ta composition, et là pour moi j'aime bien, tu vois, on a fait 2-3 petits tests, je trouve que ça c'est plutôt sympa. Je vais faire un autre calque. Alors sur un dessin traditionnel, ça serait pas sous forme d'un autre calque, ça serait tout simplement un dessin qui va être ou d'une autre couleur, ou alors tout simplement un dessin qui va être appuyé, tu vas gommer, tu vas appuyer plus fort et tout. Je vais fusionner les calques, tous les autres, juste parce que ça y est, j'aime bien ma composition, j'aime bien comme ça, c'est joli. Et puis je vais diminuer l'opacité du dernier calque. Et je diminue l'opacité, comme ça je peux tout simplement venir dessiner en P par-dessus. Et puis je vais utiliser une couleur plus foncée, et pourquoi pas plus chaude. Chaude, carrément chaude, voire genre marron, carrément, genre marron comme ça, c'est bien. Comme je disais tout à l'heure, sur un médium traditionnel, j'aurais utilisé ça, par exemple, gomme mie de pain, et puis j'aurais un petit peu balayé autour de mon dessin, un petit peu partout, pour tout estomper en fait. Mais là, c'est pas ça qu'on fait. Alors, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va commencer gentiment par détailler un peu plus. Donc, je vais prendre un crayon qui va être plus petit, pas mal plus petit même en fait, et puis pas mal plus foncé même. Là, c'est pas assez que ça fasse un peu précis. Voilà, que ça fasse un peu précis. Là, par exemple, un critérium à ce moment-là, voire même un stylo encre, ça peut être super intéressant de s'amuser avec. Et là, je vais essayer d'aller un peu plus quand même dans les détails. Donc, je vais commencer à prêter attention un petit peu à chaque ligne que je vais faire. Et pour chaque moment, je vais me permettre de rajouter des éléments, comme par exemple ce petit buisson là qui débarque. Et pourquoi pas, il débarque là parce que j'ai envie qu'il débarque là. C'est tout, il n'y a pas de raison très précise. Là, je prends évidemment des libertés assez énormes par rapport au modèle, mais croyez pas les gars, les experts de l'époque aussi prenaient pas mal de libertés. Hein. Tout n'est pas toujours une copie froide et mécanique. Tac, là on va avoir aussi par-dessus visiblement des petites plantes. Je dessine pas le détail, mais en faisant ce genre de truc, je donne l'information qu'effectivement il y a de la végétation et c'est ça qui nous intéresse. Alors, j'aime pas beaucoup. Ah voilà, j'augmente la densité du crayon parce qu'effectivement c'était un peu fadasse. Voilà, comme ça. Là on va avoir un morceau de mur. Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Je sais pas du tout, c'est question d'architecture, j'en ai pas la moindre idée. On peut mettre un outil qui est posé contre le mur ici. Pourquoi pas plusieurs outils, même on peut mettre une pelle. Là il faut rajouter de la vie. À ce stade en fait où tu as fait ta composition, tu as placé tes éléments les plus principaux. Là si tu veux c'est le moment où ben, tu peux te faire plaisir. Tu peux commencer à rajouter de la vie, à rajouter des petits morceaux de plantes à droite à gauche, à t'amuser à briser par exemple un endroit comme là je suis en train de le faire. Tu vois, on va simplement enlever quelques pierres à l'intérieur de cette espèce de petit morceau de mur en fait qui dépasse. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait un renfort en fait pour que le mur se casse pas la gueule gentiment. Je pense que c'est ça. Eh bien, on reste dans l'idée, j'enlève un peu des parties. Voilà. On peut avoir ici, par exemple, au-dessus de l'arche, on peut avoir une grosse pierre, une grosse clé de voûte, qui va permettre à l'arche de tenir solidement. Et on peut s'amuser ensuite à bien détailler l'arche, en rajoutant pourquoi pas des petites variations un peu aléatoires sur le trait. Ça c'est cool, ça va nous permettre ensuite ça permet ensuite de faire un truc un peu plus immersif, on va dire, tu vois. Tu vois, là, on peut mettre un pot devant la porte. Voilà, comme ça. Donc, pourquoi pas d'autres objets à l'intérieur, même si l'intérieur, ça va être assez foncé, assez peu détaillé, dû au manque de lumière, donc on va pas trop en faire. Voilà. Hop, et ici, on va pouvoir juste fermer ce petit bâtiment-là. Tac. Voilà, comme ça. Et là, déjà, c'est pas mal. Ça commence à avoir un peu plus de gueule que le truc tout fat qu'on avait tout à l'heure, juste avec les traits de base. Pareil. Je m'amuse à réinterpréter tant que ça me chante. Chaque tout petit volume que je fais, où il est, on va dire, aléatoire, parce que parce que voilà, ça fait aussi partie de la vie, les choses à un moment donné qui respectent aucune perspective. Et c'est pour ça, justement, qu'il va falloir faire des choses un peu à droite à gauche qui nous donnent des informations
que ce qu'on fait là c'est vivant, que c'est pas quelque chose de... Enfin c'est vivant, c'est pas vivant, c'est un mur, mais ça a vécu en tout cas, donc c'est vivant d'une certaine manière. Et en fait, et ça nous donne des infos pour faire un truc qui est pas trop mécanique. Et c'est pour ça que c'est important cette étape, surtout quand on fait ce type d'illustration un petit peu médiévale. C'est pas qu'à l'époque tout était pété, à l'époque les choses elles étaient en bon état. Mais après c'est le choix esthétique de chacun d'être libre d'interpréter un peu comme il veut la chose. Nice, c'est pas mal comme ça, franchement j'aime bien. On va continuer. De toute façon après si tu veux la logique est la même. Il faut juste que toi du coup tu te sentes libre de faire les variations que tu as envie. Il faut en faire on va dire suffisamment pour que ça te plaise et en même temps faut pas... Ça peut vite devenir compliqué. Ça peut vite devenir extrêmement compliqué si on se lance dans des variations trop nombreuses. Typiquement, là, je peux m'amuser à casser les murs et tout. Disons que c'est dans ma zone de confort, je reste dans ma zone de confort. Mais si je commençais à essayer de faire trop de renforts, ou trop de tours, ou trop de dentelures en pierre, comme sur des cathédrales par exemple, je m'éloignerais trop de ma zone de confort et j'arriverais plus à faire quelque chose de bien. À un certain stade, tu vois, là, si tu as envie de pousser le truc un peu de façon historique, tu prends des références. Hein. Il faut des références, sauf si tu connais vraiment les choses par cœur, parce que sinon tu vas juste faire, comme moi, un petit dessin sympathique qui va être plaisant à regarder. Mais par contre, si tu as envie de faire un truc qui a une consistance historique, tu es obligé d'avoir de connaître les proportions des éléments, de chaque élément par rapport à l'autre et tout quoi. Évidemment, c'est pas du tout le même boulot, c'est beaucoup plus compliqué. Hop, on va faire ici la roche qui s'est cassée, avec pourquoi pas 2-3 blocs au sol. Et puis un autre petit buisson, parce qu'on les aime bien, nos petits buissons. Hop, alors lui il a des grandes jambes. Hein. Hop, on va lui mettre un chapeau, pourquoi pas, parce que c'est joli. Et comme ça, tranquille, il visite. À côté, on va mettre quelqu'un d'autre qui est en train de regarder le plafond, visiblement. Tu vois, je fais un genre de pantin. Tu les articules un peu. Pareil, si après tu veux, une fois que tu as fait ta compo, si tu as besoin ensuite d'avoir des références très sérieuses, très solides et tout, ben tu prends des photos de toi-même ou ce genre de truc. Hein, tu trouves des solutions pour avoir des références qui soient celles que tu as envie d'avoir. Et ton art n'en sera que mieux et plus personnel. Voilà, on a compris l'idée. Je vais pas passer 50 ans à rajouter des détails sur la façade de notre petit bâtiment. Hop, le toit. Le mur qui est un petit peu en retrait puisque le toit, il a un petit... ça dépasse en fait, les tuiles dépassent de sorte à créer petite protection pour la pluie, tout simplement. Pour éviter que le mur en fait il soit trop trempé. Hop. Le petit socle dont on a parlé tout à l'heure, je vais le refaire parce qu'il est trop profond par rapport à sa largeur. J'aimerais qu'on ait l'impression qu'il soit carré et pas trop profond. Et ensuite sur la figure pareil, tu fais une ligne de dynamique. Bon, ça après c'est tout autre chose en fait, il faut s'entraîner à faire des figures indépendamment. Hop, on peut lui faire des ailes. Why not? Voilà. Donc ça fait une belle statue quand même, hein. Elle est un peu énorme, mais c'est pas des masses graves. On s'en fout. On va continuer notre petit dessin et on va passer aux bâtiments qui sont derrière. Alors lui, il était un peu collé. Je vais réduire légèrement la taille de mon crayon, ce qui va contribuer à augmenter la perspective atmosphérique. Parce que pour augmenter la perspective sans ombrage, on peut, mais il faut changer en fait l'épaisseur de son trait et les détails. Enfin, ça joue sur plein d'éléments. Là, je vais pas faire un speed sur la perspective atmosphérique maintenant. Mais dans l'idée, changer l'épaisseur de son crayon, ça joue sur la perspective atmosphérique et sur le point focal. C'est ça le truc.
Non, ça non. Pourquoi pas, j'avais envie de faire un truc, mais finalement c'est pourri. Donc voilà, ça ira bien comme ça. On va faire simple. C'est bien d'avoir des éléments qui sont un peu complexes. Comme par exemple, j'ai bien complexifié le devant de la petite église. Et puis d'autres éléments qui sont simples, voire un petit peu simplistes. Mais c'est beau. Ça permet un équilibre aussi où tout n'est pas 100% raffiné, quoi. Ça peut être bien aussi, hein, quand tu vas dans des lieux comme le Vatican et tout, tu vois des détails de partout, c'est très impressionnant, mais parfois ça fait du bien de reposer un peu son esprit et de ne pas regarder que un truc avec 45 millions de détails partout. Faut se rappeler que les petites formes, comme là par exemple je fais la porte, soudainement je vais pas la faire comme ça, quoi. La porte, il faut vraiment qu'elle suive cette perspective qui est là-bas. Oups, ça part n'importe où, mais t'as compris l'idée, le point de fuite qui est là-bas. C'est important quand on fait les grosses formes, souvent on voit ça en fait. On fait les grosses formes, on les fait bien, on suit la bonne perspective et tout, et après il y a un petit relâchement parce qu'on commence à fatiguer parce que ça consomme de l'énergie dans le cerveau de faire gaffe à la perspective en fait, et au bout d'un moment on commence à fatiguer, et puis hop, on commence à faire n'importe quoi, et nos formes, elles suivent plus la perspective ensuite. Donc si je fais une fenêtre ici, même si elle est petite, même si c'est un détail qui pourrait paraître être insignifiant, elle suit la perspective. Là, c'est de face, mais là, du coup, eh bien, je veux vraiment faire en sorte que ça suive la perspective. Voilà. On va faire notre petit escalier. Et c'est parti. Tac. Alors comme je disais tout à l'heure, là je comprends pas en fait ce qui se passe sur le dessin à cet endroit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parfois dans les lieux médiévaux comme ça, les architectures elles sont un peu biscornues, les choses se superposent un peu. C'est ou ça, ou alors il y a peut-être une erreur sur le dessin, ça peut arriver aussi comme je disais tout à l'heure. Même si c'est relativement peu probable. J'en sais rien. On va voir. Je vais réduire la taille du mur ici, parce que j'ai fait un mur énorme comparativement à la porte. Et ça me va pas du tout. Voilà. Mieux. Du coup, ça fait quand même un escalier très large. J'ai conscience que mes proportions, elles sont un peu éclatées par rapport à la référence de base. On va faire notre petit personnage là. Et du coup, j'essaie de l'habiller en respectant le pantin que j'ai fait avant. On va lui mettre une petite veste avec une chemise retroussée parce que c'est l'été, le mec il est bien. Hop, et il tient sa femme par les hanches. Il lui montre dans la foulée l'église qui est là, qu'elle a à l'évidence vue, mais vu qu'il a envie de faire l'intéressant, hop, il dit tiens regarde chérie c'est magnifique, tac. Oups, je fais des fesses en négatif un peu, c'est un peu bizarre. Voilà. Voilà, ça suffit comme information pour montrer qu'il y a un gentleman qui est ici. Sa femme, pareil, on va la mettre avec un genre de chemise avec la taille plus haute. On va lui mettre une jolie robe un petit peu à l'ancienne, avec des plis vers le bas. Peut-être pas qu'il traîne par terre, mais pas loin. Et on va lui mettre un joli chapeau de l'époque. Voilà, c'est pas magnifique ça, avec un petit bandeau. Et le bandeau, il sera bleu. Pourquoi pas. Hop, voilà. Et il dit, regarde ma chérie, c'est magnifique. Et elle a son bras comme ça. Et elle tient un joli bouquet de fleurs que son tendre amant lui a offert. C'est magnifique. Et maintenant, du coup, il n'y a plus qu'à passer à la suite. On va faire ce volume.
Alors là, ce volume, il est simple, hein, très très simple. C'est pour ça que c'est trop bien de faire des études comme ça de peinture ou de photo, mais de la photo, c'est dur parce qu'en fait, il y a beaucoup de détails. Il faut vraiment réussir à s'en passer. Et recopier d'abord des volumes de base, des maisons à 2 balles, des clairières à 2 balles, des trucs d'une simplicité sans fin, puis des petites chapelles, puis des petits bâtiments un peu architecturaux. Après, il y a plein de styles, hein. Moi, j'aime bien cette architecture-là, mais l'idée, en tout cas, quel que soit le type d'architecture que vous aimiez, l'idée, c'est juste de monter crescendo en puissance. Ne faites pas les fous, essayez pas de dessiner une cathédrale ou le Burj Khalifa direct. Vous allez probablement vous gaufrer misérablement. Après, ça peut valoir le coup de se challenger, mais ça reste un truc qui va vous faire saigner le cerveau un petit peu. Voilà, on va remettre une porte ici, parce que j'aime bien, moi, les portes. Je trouve que ça habille, en fait, hein, tout simplement, mettre une porte un peu de garage. On pourrait même s'amuser à mettre, qui dépasse, du coup, du dit garage, une petite charrette, comme ça, hop, avec les 2 morceaux de bois qui dépassent. Et puis il y aurait donc la roue de la charrette qui serait comme ça, pareil, qui dépasserait avec la malle de la charrette, comme ça. Ouf, c'est moche. C'est moche. C'est moche parce que j'ai jamais dessiné de charrette, du coup je suis un peu à la ramasse, mais en fait c'est simple à faire, hein. Je vais le refaire. Il faut bien visualiser son objet parce que sinon on n'arrive pas à le rendre. On va lui faire la malle de la charrette comme ça, que je vais juste dessiner comme un rectangle, ni plus ni moins. Les roues qui sont en un point de fuite, donc en fait c'est des cercles. Pareil, celle-ci, la roue vient là. Hop. On va mettre 2 petits piquets, pourquoi pas, juste parce que ça note une information qui nous dit ça c'est la fin de la charrette, c'est comme ça la fin de la charrette. Et là on va mettre deux morceaux de bois qui dépassent et qui pareil nous donne l'information que c'est là qu'on attelle les chevaux, j'imagine, ou l'humain très motivé qui a envie de scoltiner une charrette pleine de sable. Voilà, c'est pas miraculeux, mais c'est pas grave, pour un croquis, c'est tout à fait correct. On va faire le pont. Alors le pont, les arches, c'est toute une galère. Là c'est très simple parce que c'est un point de fuite, que c'est de face et que c'est un croquis, mais si tu as envie de faire ça bien en 2 ou 3 points de fuite, c'est vraiment le sujet d'une autre vidéo. Je le ferai à l'occasion, j'ai très envie de faire une vidéo sur les ellipses bien complète, mais juste c'est beaucoup de boulot. J'ai déjà commencé à l'enregistrer, mais le truc c'est que c'est beaucoup de boulot, puis c'est un peu niche en plus, tout le monde s'en fout de savoir faire une belle ellipse. Du coup je reporte, mais à l'occasion des amis, promis, ça va tomber. Tac, on va... cette petite tour là, elle est toute sympathique, j'aime bien moi. J'aime bien les choses simples et monolithiques, ça me plaît. Voilà, typiquement, la tour comme ça de base, un rectangle, un volume de base, ça me plaît beaucoup. Voilà, on va mettre, pourquoi pas, des gens, avec pourquoi pas des chevaux. Alors ça fait longtemps que j'ai pas dessiné de chevaux, et je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on ne dessine pas quelque chose pendant longtemps, eh ben on ne sait plus le dessiner après un moment. Donc c'est très pénible. Du coup, je vais faire des chevaux extrêmement modestes, juste pour noter mon idée, parce que j'ai conscience que les chevaux que je vais faire vont être de toute façon pourris. Donc je vais pas trop me saigner, je vais juste noter mon idée, et puis si j'ai envie d'en faire une vraie illustration, ben après tu dis ok, j'ai 2 chevaux dans cette position, tu regardes des références, tu vas dehors et tout, tu fais des croquis, tu te renseignes sur l'anatomie, etc. Mais disons que le moment où tu génères ton croquis, c'est le moment où tu te laisses aller vers ta créativité. Ensuite, si par exemple, là, dans ce sens-là, par exemple, moi j'aimerais bien mettre des chevaux, mais j'ai pas la connaissance technique de dessin pour les dessiner, eh bien, c'est pas grave, ça m'indique simplement qu'il faut que j'apprenne à le faire, quoi. C'est tout, c'est pas un problème. Mais par contre, sachez-le les amis, vous dites pas, tiens, je m'entraîne à dessiner les chevaux par exemple, et puis après je le saurai pour toujours. Non, le dessin, on oublie en fait. On oublie l'anatomie, on oublie les muscles, on oublie les os. C'est comme ça, c'est pas immuable. Apprendre à dessiner, c'est pas comme faire du vélo. Après, garder un coup de crayon, oui, c'est un truc qui se garde. Mais par contre, les connaissances sur des choses précises,
avoir le compas dans l'œil pour les proportions et tout, malheureusement, ben, c'est pas pour toujours. Il faut pratiquer, c'est comme tout. Bon ben voilà, en tout cas, ça suffit parce que j'aime bien, je trouve ça fort sympathique comme ça. On va mettre des genres de gravats un peu comme on avait vu là. Et là, du coup, maintenant, c'est là que nous allons pouvoir commencer à partir sur la partie un peu plus imaginative du devant. Donc là, on avait dit qu'on voulait faire des dalles de roche. Donc on y va, c'est parti. Des grosses dalles, hein. Elles sont même énormes, mais bon, c'est pas grave, ça fait le job. Ensuite, là, ça tombe un peu. Ici, c'est vraiment le premier plan. C'est là où on peut se permettre de s'amuser, de mettre des plantes, de mettre des petits détails si on a envie. Si tu veux mettre un... Si tu as envie, je sais pas, moi j'aime bien les fougères, par exemple. Faut savoir pourquoi, c'est une plante qui me plaît. Si j'ai envie de mettre des fougères, typiquement, c'est là qu'il faut le mettre, quoi. Parce que là-bas, c'est trop loin, ça va être trop petit, je pourrais pas mettre les détails suffisants. Donc ici, c'est le moment. C'est le moment de se faire plaisir, de mettre exactement ce que tu as envie de mettre. Peu importe. Peu importe ce que c'est. Alors là-bas, s'il y a une charrette, ça veut dire qu'il faut quand même que le gars puisse sortir. Donc en fait, le dallage, il va aller jusque là-bas. Parce que sinon ça n'a pas de sens. Sinon, la charrette, elle se casse la gueule direct, ça n'a pas de sens. Donc on va faire un dallage jusque là. Ça, on imaginera que c'est la route, tout simplement. Et ensuite, à partir de là, c'est là où ça commence en pente douce, tranquillement, à descendre. Et c'est là qu'on va nous mettre nos gentils bateaux. Voilà. On le fait un peu en mode barque de pêcheur, ça n'a pas d'importance. C'est plus pour la composition que pour autre chose là que je fais ça. Voilà, et donc du coup là éventuellement il y a de la flotte, hein, sinon il n'y a pas de bateau. Pas d'eau, pas de bateau. Souvent en tout cas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien derrière, j'ai oublié ce bâtiment que je vais pouvoir dessiner de façon très légère, voire même comme ça. On peut le laisser comme ça donne l'impression qu'il y a de la perspective atmosphérique, c'est pas forcément désagréable. Et vu qu'il est loin, effectivement, je vais juste le noter de façon très bref. Pareil, là il y a un arbre, même chose. Je le note de façon très légère, juste parce qu'il est loin. Je casse un peu la forme de sphère en rajoutant un tout petit peu d'aléatoire, peut-être même il peut ressortir un peu là-bas. Pareil ici, on a un arbre avec une forme sphérique. Voilà. Hop, là pareil, on peut refaire une petite excroissance là. Ça fait un peu comme Astérix et Obélix en fait. Hein. Tu sais, on voit souvent des plantes quand tu ouvres les BD Astérix et Obélix, les plantes elles sont dessinées comme ça, avec des genres de patterns, de formes. C'est beaucoup mieux fait, hein, puisque moi je fais ça à l'arrache. Mais les gens qui font des comics et qui sont des experts là-dedans, ils font ça super bien en fait. Leurs formes qui ont l'air simplistes, dès que tu essayes, tu te rends vite compte qu'en fait c'est pas simpliste, c'est des années de pratique. Mais justement, c'est ça qui est cool. Alors, petit message pour les quelques intrépides, les quelques braves qui sont restés jusqu'à la fin de cette très longue vidéo. C'est la première fois que je fais un cours de dessin aussi long que ça sur YouTube, et je verrai, selon comment cette vidéo-là est accueillie, je verrai si j'en fais d'autres ou si j'en fais pas. En tout cas, je ferai d'autres cours de dessin, ça c'est clair, et j'espère que ça vous aura fait progresser. À la prochaine, bye.